à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Impactante, le podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier puisque c'est mon premier épisode en solo. Avec Magali, on a eu une discussion et on s'est dit qu'un nouveau format, une fois par mois, ça pouvait être intéressant pour vous. Du coup, je vais venir vous parler de sujets qui me heurtent, qui me questionnent ou parfois qui me passionnent. Et d'ailleurs, je dis épisode solo, mais sachez que derrière chaque épisode, il y a Magali qui travaille en binôme avec moi et qui fait la moitié du travail. D'ailleurs, je pense qu'elle viendra aussi intervenir par ici quand elle teste des choses intéressantes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui m'a touchée autant professionnellement que personnellement. C'est l'absence sur les réseaux sociaux. Enfin, les réseaux sociaux, est-ce que c'est une présence ou une absence à nos vies ? C'est ce qu'on va développer un petit peu aujourd'hui. Et en fait, c'est quelque chose que je vis presque à chaque vacances. Je fais une coupure des réseaux sociaux. Au début, c'est léger, presque euphorisant. Et je respire mieux, j'ai l'impression de retrouver du temps, du vrai temps. Et puis vient le moment de revenir. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. J'ouvre l'application, je regarde, je scrolle. Et très vite, j'ai une sensation étrange qui apparaît, comme si quelque chose n'était plus tout à fait aligné. Et je me demande souvent, est-ce que tout ça a vraiment du sens ? C'est vraiment une question que je me pose à chaque fois. Quelle place les réseaux sociaux devraient-ils avoir réellement dans nos vies, dans ma vie ? Et surtout, qu'est-ce qu'ils nous prennent parfois sans qu'on s'en rende compte ? C'est vraiment la discussion du jour. Parce que c'est quelque chose qui me questionne à chaque retour de vacances. Et là, vous voyez, je suis en train d'enregistrer cet épisode. On revient des vacances de Noël. Et c'était pour moi logique de vous en parler. Quand je suis coupée des réseaux, je vis les choses différemment. En fait, je suis plus présente, je remarque davantage, les conversations durent plus longtemps, les silences aussi, puisqu'au final, je vis mieux ce genre de choses. Et quand je reviens, je me rends compte que sans être totalement consciente, je commence à être ailleurs. Un œil sur le moment, un œil sur ce que je pourrais montrer, raconter, partager. Ce sont pas forcément de grandes choses, mais une accumulation de micro-absences, on va dire. Du genre, un repas où on regarde le téléphone, une promenade interrompue par une notification, un instant qui aurait pu rester juste vécu. Et parfois, je me dis que les réseaux ne veulent pas seulement du temps, ils veulent de la présence, de la profondeur, de l'instant. Et ça, je pense que tout le monde l'a déjà ressenti un petit peu. Enfin, en tout cas, toutes les personnes qui sont présentes sur les réseaux ou sur leur téléphone. Je pense que vous avez déjà ressenti cette peut-être micro-culpabilité qui arrive quand on sent qu'on n'a pas été là. Alors, je ne suis pas en train de dire que les réseaux sont mauvais, parce que parfois ils peuvent inspirer, informer, relier. Ils font aussi partie de notre époque. Mais la question que je me pose et que je vous pose, c'est à quel prix ? Je me dis, à force d'être partout, est-ce qu'on n'est pas moins là où on devrait être vraiment ? À force de partager, est-ce qu'on ne vit pas parfois pour raconter plutôt que ressentir ? Je sais que c'est des questions qui sont dures à se poser parce que c'est des choses qu'on ressent parfois et on a du mal à aller au-delà. Donc en fait, on se sent un petit peu faible parfois par rapport à ça. Je vois que chez beaucoup de femmes, il y a de la fatigue, une surcharge mentale, cette impression d'être toujours connectée, disponible, visible. C'est pas forcément évident et quand on coupe, on se rend compte à quel point le silence fait du bien, mais aussi à quel point revenir est difficile. Comme si une part de nous savait déjà que quelque chose clochait. J'ai l'impression qu'en fait, on a tous un peu conscience qu'il y a quelque chose qui est pas normal et qui est pas naturel, et on a quand même du mal à aller au-delà. Et là, je prenais l'exemple des réseaux sociaux parce que c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup mon téléphone pour ça, mais en fait, il y a aussi autre chose dont on parle peu, c'est le téléphone. Parce que aujourd'hui, tout passe par lui. On y travaille, on échange, on gère nos rendez-vous, notre santé, nos messages, nos souvenirs. Parfois, on y cherche même les réponses maintenant avec ChatGPT, du réconfort, parfois même une autre forme de présence en fait. Le téléphone, c'est devenu l'extension de nous. Et quand tout est au même endroit, le cerveau, lui, en fait, il coupe jamais vraiment. Parce que même quand on ne fait rien, en fait, on fait quand même quelque chose. On se dit en fait on va se poser, je vais me poser avec mon téléphone, mais on regarde, on vérifie, on passe d'une application à une autre. Il n'y a pas vraiment de transition en plus, des fois, on est parti regarder un truc sur le bon coin, on finit sur nos réseaux. Je pense que ça c'est des choses que vous avez déjà toutes vécues. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire si vous ressentez ces choses-là. Et ce que je pense de tout ça, c'est qu'en fait c'est une accumulation permanente qui crée comme une fatigue invisible, une surcharge mentale silencieuse, parce que c'est pas la même, je pense, surcharge mentale que ce qu'on vit dans le quotidien avec les tâches ménagères ou alors avec notre travail, etc. Et en fait, il n'y a plus de frontières claires entre les espaces de vie. Parce qu'avant, les choses étaient complètement différentes. En fait, il y avait un lieu pour chaque chose. Un endroit pour travailler, il y avait un autre pour se reposer, un autre endroit pour se retrouver. Aujourd'hui, tout est dans la main en fait. Tout est arrivé si vite que maintenant,
un message professionnel peut arriver pendant un moment intime. On peut avoir une notification qui peut interrompre un instant calme, une application qui peut nous ramener à une urgence qui n'en est pas vraiment une en fait. Et à force, le corps reste tout le temps en vigilance. Le système nerveux ne sait plus quand il doit vraiment se poser en fait. Ce n'est pas un manque de volonté, je pense que c'est vraiment l'environnement qui nous laisse plus d'espace vide. Et ça, je pense que c'est grave. Il y a quelque chose dont j'ai beaucoup envie de vous parler, c'est ce que le téléphone fait réellement à notre cerveau. Donc quand je parle de tout ça, je ne parle pas de mes ressentis, je parle d'études en neurosciences et en psychologie qui vont dans le même sens. Notre cerveau n'a pas été conçu pour gérer autant de sollicitations. Donc chaque notification, chaque message, chaque vibration active le système de l'alerte. Le cerveau libère alors de la dopamine. C'est la molécule de la récompense, pour ceux qui ne connaissent pas, celle qui nous pousse en fait à vérifier encore et encore, à scroller et à revenir sur le téléphone. Le problème, c'est que cette dopamine, elle est imprévisible. Donc on ne sait jamais vraiment ce qu'on va trouver, et c'est précisément ce qui rend le téléphone en fait si difficile à lâcher. À long terme, en fait, ça fatigue le cerveau, ça diminue la capacité de concentration, ça augmente l'irritabilité, l'anxiété, et cette sensation d'être constamment plein mentalement. Alors dites-vous bien que c'est pas un manque de discipline, c'est un mécanisme neurobiologique, donc c'est quelque chose qui a été prouvé. En gros, le cerveau reste toujours en alerte, donc même quand le téléphone est posé à côté de nous, le cerveau reste en attente. Il anticipe, il surveille, il se prépare à quelque chose. Donc des études montrent que la simple présence du téléphone réduit la qualité de l'attention et la profondeur des échanges. Donc on croit être disponible, mais en réalité on est fragmenté. Et un cerveau fragmenté ne peut ni se reposer vraiment, ni ressentir profondément. Et ça, je pense que c'est hyper important de le dire. Alors, je voulais aussi vous parler de quelques chiffres. Donc, il y a une note parlementaire française qui rapporte qu'un utilisateur moyen vérifie son smartphone environ 250 fois par jour et passe en moyenne 3h30 par jour dessus, dont réseaux sociaux, jeux, messages, etc. Donc, ça montre bien à quel point le téléphone est constamment sollicité, même sans qu'on s'en rende compte, puisqu'il y a un cycle d'interruption permanente. Justement, sur la fréquence des interruptions et de l'attention, il y a des recherches universitaires aussi qui montrent que plus on interrompt une tâche pour vérifier son téléphone, moins on est capable de se remettre rapidement dans ce qu'on fait. Et chaque interruption peut demander jusqu'à 20 à 25 minutes pour retrouver son niveau de concentration. C'est notamment une chose qui est remarquée chez les médecins qui travaillent dans les hôpitaux. Ils sont tout le temps interrompus et du coup ça leur demande énormément d'énergie pour se remettre à chaque fois dans ce qu'ils faisaient. C'est vraiment problématique quand on veut rester concentré sur une tâche. Et ça montre aussi qu'il y a un impact sur l'attention et les capacités cognitives. Il y a même des études qui montrent que même 30 à 45 minutes d'utilisation du smartphone peuvent commencer à affecter l'attention, l'inhibition, la vigilance et la prise de décision. Donc ça signifie que notre cerveau doit se réadapter continuellement à ce flux d'informations, ce qui réduit en fait notre capacité à rester concentré longtemps. Et ça se vérifie aussi chez les enfants qui ont du coup eu un smartphone. En tout cas, moi je suis la dernière génération à avoir grandi sans téléphone. Et quand on a eu un téléphone, vraiment, on pouvait juste taper un SMS dessus. Mais du coup, les enfants en ont de plus en plus jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui se remarque. Ils ont des problèmes de concentration longue et d'attention quand on leur parle, par exemple. Alors par contre, on voit qu'ils arrivent à rester très longtemps sur leur téléphone. Et du coup, là, on va parler un petit peu du système de dopamine et le système de récompense. Des recherches scientifiques, là c'est pareil, on voit très bien que les réseaux sociaux activent les mêmes circuits de récompense que des comportements addictifs. Donc avec libération de dopamine à chaque like, notification ou nouveauté. Donc c'est ce mécanisme-là qui pousse à venir vérifier encore et encore, un peu comme un jeu de hasard, on ne sait jamais ce qui nous attend et ce qu'on va recevoir. Et du coup, les comportements addictifs sont de plus en plus fréquents quand même à ce niveau-là. Donc quand on regarde ce que disent les études, on se rend compte que ce que je ressens ou ce qu'on ressent n'est pas seulement personnel, il y a des mécanismes neurobiologiques et comportementaux qui expliquent pourquoi le téléphone capte notre attention et influence autant notre cerveau. Et si vous devez retenir quelque chose de ce que je viens de vous dire, c'est qu'en moyenne, on vérifie notre téléphone 250 fois par jour, que même 30 à 45 minutes d'utilisation peuvent commencer à affecter notre attention. Les notifications activent le système de récompense, un peu comme des comportements addictifs. Ce que ça dit concrètement, c'est que le téléphone n'est pas juste un outil, il active le cerveau machinalement, il fragmente l'attention, il réduit notre capacité de concentration profonde et il structure notre relation au monde autour d'interruptions constantes. Alors il n'y a pas du tout de jugement par rapport à tout ce que je dis, mais c'est le fonctionnement de notre cerveau face à une technologie qui n'était pas prévue par l'évolution pour être omniprésente.
Donc je pense que c'est des questions qu'il faut qu'on se pose chacune à notre échelle, vraiment. Par rapport à tout ça, j'ai décidé à mon échelle de mettre des choses en place. Alors sans être parfaite, j'ai essayé de quand même m'y tenir, pas comme des règles non plus strictes, mais plutôt comme des repères. Donc le matin par exemple, je ne regarde pas mon téléphone tout de suite, je prends le temps de déjeuner, de nettoyer la maison, de commencer un peu ma journée dans le réel, avant d'entrer dans le flux virtuel. Je regarde mon téléphone à des plages horaires choisies, donc pas en permanence, pas dès que quelque chose vibre, du coup j'ai enlevé toutes mes notifications. À part WhatsApp, j'ai rien d'autre sur mon téléphone. Donc la plupart du temps, je dis même à mes amis, si vous voulez que je vous réponde, écrivez-moi sur WhatsApp parce que du coup sinon je ne vois même pas les messages. Et pour le soir, alors là il y a eu un choix important, c'est que mon conjoint n'est pas sur les réseaux, il n'est pas très téléphone. Alors quand on est ensemble, il n'y a pas de téléphone. Et ça franchement c'est super, je pense que d'ailleurs beaucoup de couples devraient mettre ça en place parce qu'on passe du meilleur temps, je pense, que quand on a le téléphone ou quand on est posé tous les deux un côté de l'autre avec chacun notre téléphone. Alors, ça peut nous arriver rarement le week-end d'avoir nos téléphones un petit peu dans la journée, mais vraiment la plupart du temps, on n'a pas les téléphones. Je fais une petite parenthèse sur les couples parce que j'ai vu un reportage sur justement que les couples passent pas assez de temps ensemble. En fait, ils priorisent les enfants, le travail, la vie personnelle avant la vie de couple. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui ne fonctionnent pas. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un reportage sur Arte. Alors, ce n'est pas des solutions miracles. Par contre, c'est vraiment des espaces que je protège parce que je sais que quand je m'y tiens, en fait, je vais vraiment bien par rapport à ça. J'ai pas de culpabilité puisque du coup, il y a des plages horaires. C'est comme quand quelqu'un travaille devant un ordinateur. Voilà, il est obligé de travailler devant son ordinateur. Donc à un moment donné, il faut trouver un équilibre. Et c'est ça qui parfois n'est pas évident. J'ai fait autre chose aussi, c'est que j'ai tout décoché dans mes réseaux. Je ne vois pas, par exemple, quand je regarde un profil de quelqu'un, je vois pas le nombre de vues qu'il a, je vois pas le nombre de likes. Quand je commente quelque chose, du coup, c'est vraiment avec bon cœur. Et voilà, c'est une option que vous avez dans les réseaux. Et je trouve ça super parce que du coup, ça remet un petit peu d'humanité et moins de chasse aux performances, quoi. Du coup, je pense qu'il faut travailler sur quelque chose, c'est reprendre le choix. Pour moi, le vrai sujet, en fait, c'est pas forcément les réseaux sociaux, c'est plutôt soi. Et d'ailleurs, mon acolyte Magali a fait un super réel sur son Instagram en disant le problème, c'est pas le téléphone, c'est toi. Je trouve que c'est très vrai et je voulais lui faire un petit clin d'œil par rapport à ça parce que j'ai trouvé que c'était juste de dire ça. C'est que les réseaux sociaux, oui, sont un problème, mais en fait, tu es maître de ce que tu regardes, tu es maître de toi-même, donc c'est à toi de faire des choix par rapport à ça. Finalement, peut-être choisir quand on y va, pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on accepte de leur donner au final. Parce que c'est aussi ça. Je pense que si vous regardez des choses qui vous font du mal et que vous êtes tout le temps en train de vous comparer, pour le coup, désabonnez-vous de ces personnes-là. Et voilà, suivez des choses qui vous intéressent vraiment, parce que c'est vrai que les réseaux, par contre, pour l'information, ça peut être vraiment bien. Il y a des choses qui sont top. Quand vous voulez suivre un sujet ou vous êtes passionné par quelque chose, il y a beaucoup de contenu. Donc, je pense qu'il faut aussi choisir ce qu'on regarde et choisir ce qu'on fait du temps qu'on y passe. Après, on entend souvent des choses qui sont vraies et qu'on a du mal à appliquer, mais ça passe par des coupures régulières, par des moments sans téléphone, par le droit en fait de ne pas tout montrer, ne pas tout raconter, par le fait en fait de redonner aussi de la valeur à ce qu'on partage, à ce qu'on ne partage pas. C'est-à-dire que les moments qu'on vit uniquement pour soi ont autant d'importance que ceux qu'on va partager. Donc au souvenir qu'il n'existe un petit peu que dans le corps et le cœur, je pense que c'est hyper important de redonner vraiment une valeur à ça et de se dire que ça a autant de valeur que ce souvenir qu'on va partager sur Instagram. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous pensez de tout ça, de ce que vous ressentez, vous, par rapport à votre vie virtuelle et votre vie réelle. Si vous avez l'impression parfois justement aussi d'avoir besoin de couper, si vous arrivez à couper, si vous avez mis des choses en place. Donc n'hésitez pas à m'envoyer, à nous envoyer sur Impactante des messages ou à mettre des commentaires sous ce podcast. Parce que je pense que c'est vraiment un sujet d'actualité qui touche tellement de personnes que c'est important parfois de partager sur le sujet.
Et quand un grand nombre de personnes commencent à ressentir les mêmes choses, c'est qu'il y a un petit peu un sujet universel. Donc c'est toujours intéressant quand même de voir. J'ai rarement vu en fait des commentaires très positifs en parlant de sa relation avec les réseaux sociaux. Sincèrement. Que ce soit des personnes à titre personnel ou professionnel, dans les deux cas, il y a toujours quand même un aspect négatif. Alors bien sûr, il y a toujours aussi le discours justement du développement d'activités, etc. Mais la plupart du temps, les gens n'ont pas une relation saine avec les réseaux sociaux. Et je trouve assez bien, franchement, toutes les personnes qui arrivent à se l'avouer, à le dire et en avoir conscience, parce que je pense que c'est vraiment le plus gros du projet en fait. Hein. Je voudrais revenir sur le sujet du temps, le temps qui passe différemment avec les réseaux sociaux, parce que moi ce qui me frappe, c'est la façon dont le temps change. Quand je suis très connectée, les journées elles passent super vite, même trop vite, j'ai l'impression d'avoir été occupée, mais pas forcément d'avoir vécu. A l'inverse, quand je suis moins sur le téléphone, j'ai l'impression que le temps s'étire, les journées sont plus pleines, même si j'ai fait moins de choses. Et ça me fait réaliser quelque chose d'important. Ce n'est pas la quantité de ce qu'on fait qui compte, mais la qualité de la présence qu'on y met. Parce que vraiment, j'ai l'impression que ça change énormément quand on compare deux journées. Une, on a été hyper connecté toute la journée, et l'autre, on a fait des choses vraiment dans le réel. Alors, quand même qu'on se le dise, la détox digitale, les premiers jours, ça peut être un petit peu inconfortable. Mais c'est dans ces espaces-là, moi je trouve qu'il se passe quand même quelque chose à l'intérieur. C'est que on a des pensées qui émergent, des émotions qu'on avait mises de côté qui reviennent, et surtout des envies plus profondes. Parce que quand on est connecté, forcément on met des choses de côté. Et on remplit en fait tout le temps cet espace intérieur par justement des applications, des connexions au téléphone. Et sans s'en rendre compte, on peut s'éloigner vraiment de ce qu'on ressent. Et ces moments-là, donc la petite période inconfortable, elle passe quand même assez rapidement. Et après, vous vous sentez bien et il y a toutes ces choses qui reviennent, qui sont assez agréables. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup quand je réfléchis à tout ça, c'est que certains moments ne reviennent pas. Je ne parle pas forcément des moments ou des événements extraordinaires, mais même des moments ordinaires en fait du quotidien. Quand on est sur son téléphone, en fait, on se dit souvent c'est pas grave, c'est juste un instant, c'est juste vite fait. Mais en fait, les instants s'additionnent. Et la vie, au fond, c'est une addition d'instants. Donc, on ne se souvient pas de ce qu'on a regardé sur un écran, mais on se souvient d'un rire, de choses qu'on a échangées, du sentiment de sécurité. Enfin, on peut se souvenir de plein de choses. Et ça se vit pas sur un écran. Donc, c'est vrai que parfois, je me demande combien de moments auraient pu être plus vivants si on avait été plus là. Quelque part, je me dis que finalement, ce sentiment de culpabilité qu'on ressent toutes, c'est que peut-être notre vie réelle est plus intéressante au final que notre vie sur les réseaux, puisque sinon on serait plus heureuse d'être sur les réseaux que dans notre vie réelle. Et il n'y aurait pas ce sentiment de culpabilité. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez. Je me pose beaucoup de questions par rapport à tout ça, je pense que vous l'avez vu tout au long de l'épisode. Et ça m'intéresse de savoir si aussi il y a une personne qui nous écoute aujourd'hui et qui, elle, se sent heureuse d'aller sur les réseaux sociaux et d'y rester longtemps, parce que ça peut-être être aussi le cas. J'ai pas d'exemple à vous donner, mais voilà, ça peut exister aussi. Je voudrais finir ce podcast en vous disant que je crois qu'on a besoin collectivement de se poser cette question. Quelle importance voulons-nous donner vraiment aux réseaux sociaux dans nos vies ? Pas par culpabilité, mais par respect pour notre temps, notre énergie et notre santé mentale. Et je voudrais vous laisser avec cette réflexion. Quel moment de votre vie mériterait d'être moins partagé et davantage vécu ? Si vous avez des exemples en tête, n'hésitez pas à vous les noter pour que ça reste bien ancré dans vos cœurs. Et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode en solo. En attendant, prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter en description de ce podcast. Et je vous dis à très bientôt.